Bonsoir et bienvenue sur NTD Actualité. En visite en Ardèche hier, Emmanuel Macron a annoncé la relocalisation imminente en France de la production de 50 médicaments critiques dans le cadre d'un plan pour combattre les pénuries de médicaments et renforcer la souveraineté industrielle nationale. Hier, lors de sa visite au sein du laboratoire Aguettant dans l'Ardèche, le président Emmanuel Macron a exposé un plan d'action contre la pénurie de médicaments. Le gouvernement a élaboré une liste de 450 médicaments dits essentiels, pour lesquels le pays ne peut se permettre d'être dépendant de pays extra-européens. Cette dépendance, on le sait, est particulièrement marquée vis-à-vis des importations extra-européennes. 60 à 80% des API sont produits en Asie et 40% des médicaments commercialisés dans l'Union européenne sont importés. C'est ça la réalité des chiffres. Pour ces 450 médicaments déjà identifiés, là on se dit, on n'a pas le droit d'avoir de faiblesse. Et donc ce qu'on a parfois vécu pendant la crise Covid et parfois ces derniers mois sur certains de ces médicaments, on ne doit pas le reproduire. Et donc dans les mois et les années qui viennent, on doit absolument sécuriser sur ces 450 médicaments nos chaînes, soit en relocalisant totalement, soit en diversifiant et en continuant d'innover. Et si je puis dire, au sein de ces 450, il y a une liste cœur. On se dit là, la diversification ne suffit pas, même doublonner nos chaînes d'approvisionnement ne suffit pas, il faut relocaliser. Eh bien, c'est pourquoi nous avons décidé là d'accélérer. Et dans les semaines à venir, je vous annonce que sur la cinquantaine de premiers médicaments essentiels pour lesquels notre dépendance aux importations extra-européennes est avérée, donc les médicaments à relocaliser, eh bien la moitié, c'est-à-dire 25 de ces médicaments, verront leur production relocalisée ou augmentée significativement sur le territoire national. Donc j'avais pris un engagement de 50. La moitié d'entre eux, dans les prochaines semaines, on va finaliser les plans, les annonces et les investissements pour totalement relocaliser la chaîne. Parmi les médicaments concernés, Macron a notamment mentionné la morphine, l'amoxicilline pédiatrique et 6 médicaments anticancéreux. Dans la même veine, le président a révélé un partenariat renouvelé entre l'État et l'industrie pharmaceutique, prévoyant un guichet unique pour la relocalisation des médicaments essentiels, ce qui permettrait une mise en place plus rapide des projets industriels, soutenus par une enveloppe de 50 millions d'euros de l'État. Emmanuel Macron compte porter l'ambition de la relocalisation et du renforcement de la production à l'échelle de l'Union européenne. Cette intervention survient dans un contexte de tension, où plus de 3500 molécules ont été en rupture de stock ou en risque de rupture en 2022. Selon une étude de BVA pour France Assos Santé, 37% des Français ont été confrontés à des pénuries en pharmacie. Hier, mardi 13 juin, la France a déclaré qu'une campagne de désinformation liée à la Russie avait falsifié le site internet de son ministère des Affaires étrangères, ciblant au passage d'autres sites gouvernementaux et prenant d'assaut plusieurs médias français dans le cadre d'efforts plus larges visant à diffamer l'Ukraine et ses alliés occidentaux. Mardi 13 juin, la France a dénoncé les activités liées à la Russie sur le sol français dans un contexte de désinformation déjà tendu. En effet, les pays occidentaux ont récemment accusé à plusieurs reprises les agents russes d'utiliser les médias sociaux et Internet pour diffuser des informations trompeuses dans le but d'affaiblir leurs adversaires et d'influencer l'opinion publique pour qu'elle s'oppose à l'Ukraine dans sa lutte contre l'invasion russe. La France avait notamment dénoncé les activités russes en Afrique, affirmant que des acteurs liés à Moscou avaient tenté de discréditer Paris en Afrique de l'Ouest, en saturant les médias réguliers et les médias sociaux. Ces événements ont poussé la France à lancer une action multiforme destinée à renverser un discours anti-français ayant porté atteinte à ses intérêts. Elle a ainsi créé une unité en partie dédiée à la détection et au traitement des contenus malveillants. Le 13 juin, la ministre des Affaires étrangères, Catherine Colonna, a déclaré dans un communiqué « Cette campagne repose notamment sur la création de fausses pages Internet pour pirater l'identité des médias nationaux et des sites gouvernementaux, ainsi que sur la création de faux comptes sur les réseaux sociaux. » En effet, un nom de domaine proche de celui du ministère des Affaires étrangères français a été détecté le 29 mai. Sur ce site web au contenu quasiment identique à l'original, un article a été publié suggérant que selon les autorités françaises, le gouvernement s'apprêtait à imposer une taxe permettant de lever des fonds pour l'aide militaire à l'Ukraine contre l'invasion de la Russie. Cette pratique connue sous le nom de typo-squatting n'a pas pu être contrée dans l'immédiat. Selon les autorités, le site web est resté en ligne pendant 15 jours avant d'être supprimé.
Cette campagne de désinformation russe, connue sous le nom de RNN, Reliable Russian News, dure depuis plus d'1 an. Elle provient à l'origine de War on Fakes, une plateforme multilingue de vérification des faits utilisée par la Russie pour influencer la situation en Ukraine. La campagne est également parvenue à usurper 4 sites web de grands médias français, dont les journaux nationaux Le Figaro et Le Monde. Elle a permis la publication de 49 articles fallacieux liés à la guerre en Ukraine et à son impact. Bien que Moscou ait toujours nié avoir mené des opérations de piratage informatique et que le ministère français des Affaires étrangères ait déclaré qu'il ne pouvait pas attribuer directement les attaques aux autorités russes, Madame Colonna a indiqué que des ambassades et des instituts culturels russes avaient participé à la campagne en diffusant des informations provenant du réseau RNN. Des déclarations similaires ont également été faites par les autorités suisses et américaines. En signe d'unité, l'OTAN a donné le coup d'envoi de son plus grand exercice de déploiement aérien de l'histoire. L'Allemagne sert d'hôte et de centre logistique. 25 pays ont entamé des jeux de guerre dans le ciel allemand. Jusqu'à 10 000 personnes et 250 avions participent à cet exercice de 2 semaines, baptisé Air Defender 2023. La responsable allemande de la défense, Eva Hügel, a déclaré que cet exercice envoyait un message clair à la Russie. L'exercice est aussi un très bon signe que dans un sens transatlantique, nous sommes prêts pour l'action, que nous travaillons ensemble dans un contexte multinational, que nous pouvons compter l'un sur l'autre. L'invasion de l'Ukraine par la Russie en février 2022 a incité l'OTAN à se préparer sérieusement à l'éventualité d'une attaque sur son territoire. Les États-Unis envoient à eux seuls 2000 soldats et une centaine d'avions aux exercices. La plupart d'entre eux sont des réservistes de la garde nationale aérienne. Nous faisons cela depuis longtemps, nous travaillons avec nos partenaires de l'OTAN depuis de nombreuses années et nous continuerons à le faire en fonction de ce qui se passe dans le monde. L'exercice se concentrera sur les bases aériennes allemandes, mais il est limité à 3 zones qui ne seront pas toutes utilisées en même temps. En raison de sa position au centre de l'Europe, l'Allemagne constitue une plaque tournante logistique majeure et une zone de rassemblement pour un tel scénario d'entraînement. Les responsables ont indiqué que les autorités chargées du contrôle du trafic aérien avaient collaboré avec l'armée de l'air pour limiter les perturbations. Les exercices Air Defender se dérouleront jusqu'au 23 juin. L'Inde affirme qu'elle n'a jamais menacé de fermer Twitter. Selon le chef des technologies de l'information du pays, les déclarations du cofondateur de Twitter, Jack Dorsey, sont tout simplement mensongères. Entre 2020 et 2022, Twitter a violé à plusieurs reprises la loi indienne et a été en non-conformité plusieurs fois au cours de ces 2 années jusqu'en juin 2022, date à laquelle il s'y est conformé. Pendant toute cette période, personne n'a été emprisonné, personne n'a été perquisitionné, dont Jack Dorsey, qui était parfaitement conscient que Twitter n'était pas en conformité avec la loi indienne, n'a fait face à aucune conséquence, ment aujourd'hui et invente cette histoire de perquisition et arrestation. Dorsey a démissionné de son poste de directeur général de Twitter en 2020, mais il a déclaré lundi que l'Inde avait menacé l'entreprise de raid. En effet, le gouvernement exigeait que certains messages soient retirés. Le vice-ministre indien des technologies de l'information a qualifié ces allégations de mensonges purs et simples. Il a également déclaré que le nouveau propriétaire Elon Musk avait dévoilé le fonctionnement interne de Twitter et que les documents de Twitter révélaient comment l'entreprise essayait de faire taire les gens. Le dirigeant d'une organisation d'agriculteurs indiens a déclaré que le gouvernement indien pourrait avoir essayé de faire pression sur les médias sociaux pour limiter l'influence des personnes impliquées dans le mouvement de protestation des agriculteurs. Les protestations ont pris fin après que le gouvernement a finalement accepté les demandes des agriculteurs en 2021. Les autorités britanniques chargées de l'immigration ont déclaré que le nombre d'immigrants illégaux en provenance d'Albanie a considérablement diminué cette année après que TikTok a interdit les annonces publiées par les passeurs. Selon le journal The Times, en mars, TikTok a commencé à bloquer les annonces de traversée illégale de la Manche. Avant l'interdiction, des milliers d'annonces étaient publiées, certaines affirmant que la dangereuse traversée à bord de petites embarcations
avait un taux de réussite de 100%. L'année dernière, plus de 12 000 Albanais ont traversé la Manche à bord de petites embarcations, ce qui en fait le deuxième groupe le plus important après les Afghans. Selon le Times, depuis le changement de politique, le nombre d'immigrés clandestins en provenance d'Albanie est tombé à 122 seulement, contre près de 2000 pour la même période en 2022. Et une rare statue de Bouddha a été mise aux enchères ce 13 juin à Paris. L'œuvre proviendrait de la Chine du XIIe siècle. Regardez. D'une hauteur de plus d'1 mètre, cette statue en bois de la Bodhisattva Guanyin est considérée d'une grande rareté. Elle a traversé une période en Chine où la Chine était en plein bouleversement et beaucoup de ces figurines en bois ont été détruites à l'époque déjà. Certaines ont été vendues et celle-ci est l'une des rares à avoir survécu. Elle a été vendue pour la dernière fois à une famille de la banlieue parisienne dans les années 30, et la famille ignorait sa valeur jusqu'à ce qu'elle demande une estimation. Ce qui s'est passé depuis, c'est qu'elle a perdu les doigts de la main droite. En partie parce qu'ils étaient clairement présents lors de la vente en 1932. Donc entre deux, on m'a dit qu'il y avait des enfants qui avaient joué au football autour. C'est des choses qui arrivent, c'est clair. On pense que cette pièce fait partie d'un ensemble perdu de statues de Bouddha. Bonhams indique qu'il ne reste que quelques rares statues de ce type dans le monde, la plupart dans des musées. Il est tout à fait possible que d'autres pièces de ce groupe se trouvent encore en France, ou peut-être en Belgique ou en Suisse. Et c'est très excitant de penser que peut-être la vente de cette effigie, ou la publicité faite autour d'elle, incitera plus de gens à regarder chez eux et à se rendre compte que, en fait, nous avons une effigie comme celle-là. L'œuvre d'art devrait être vendue pour près d'1 million d'euros. Et nous terminons ce journal sur quelques belles images de la ville de Lisbonne, au Portugal, où le son des fados s'accorde avec le sifflement des tramways. Du Bairro Alto aux rives dorées de la très célèbre mer de paille, des hauteurs fortifiées du château Saint-Georges, à la place du commerce, cette visite guidée vous permettra de savoir ce qu'il ne faut absolument pas manquer à Lisbonne. Une escapade signée Laetitia Rodriguez. Elle inspire les visiteurs comme les professionnels de la littérature ou du cinéma, de par sa lumière particulièrement douce et limpide. Lisbonne est la ville la plus ancienne de l'Europe occidentale, avec plus de 20 siècles d'histoire. À partir du Bairro Alto, traditionnel quartier à l'âme lisboète, sautons dans un tramway afin de rejoindre les hauteurs à la découverte du château Saint-Georges, dont les premières fortifications construites datent du 1er siècle avant Jésus-Christ. Nous nous éloignons du centre pour nous rendre à la tour de Belém, qui gardait autrefois l'entrée du port de Lisbonne, à une époque où l'empire colonial portugais, l'un des plus grands de l'histoire de notre humanité, régnait en maître. Nous en profitons pour admirer le monastère des Hiéronymites ainsi que le monument aux découvertes, tous deux érigés à la mémoire des navigateurs portugais. Le réseau du tramway de Lisbonne dessert la capitale portugaise. Les premiers tramways qui ont fonctionné à Lisbonne à partir de 1873 étaient tirés par des chevaux. Les Elétricos, les tramways électriques que nous connaissons aujourd'hui, sont entrés en service en août 1901. Sur la rive, il vous sera possible d'admirer le pont du 25 avril, dont les plans sont inspirés du Bay Bridge qui relie les villes de San Francisco et d'Auckland. Son nom fait référence à la date de la Révolution des œillets, qui en 1974 conduit à la chute du régime dictatorial de Salazar. De l'autre côté de la rive, le sanctuaire du Christ-Roi d'Almada, qui veille sur la ville de Lisbonne, s'élève sur le sommet d'une falaise, dominant de 133 mètres les eaux du Tage. Sur
Sur la place du commerce où se trouvait autrefois le Palais Royal, nous profitons de sonorités brésiliennes qui se mêlent à une brise océanique vivifiante. Ainsi s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez regarder tous les programmes de NTD sur Ganjing World, la plateforme 100% propre, en tapant www.ganjing.com/fr-fr ou en cliquant sur le lien qui se trouve sous la vidéo. Quant à nous, on se retrouve demain à 20 h pour une nouvelle édition. Et d'ici là, je vous souhaite à toutes et à tous, et au nom de toute l'équipe, une excellente soirée sur NTD.